Serge Tisseron, faut-il le présenter, est connu. Beaucoup d'entre vous ont lu ses ouvrages. Il est psychiatre, psychothérapeute. Ouvrage à propos de la psychologie humaine, de l'empathie et à propos des relations que l'humain a avec les objets, ses objets, son image, et des relations qu'il peut avoir avec les robots, avec les humanoïdes. Et pour ouvrir une voie de réflexion tout à fait originale, nous disons, comme dans ce livre, que vous connaissez sûrement et que j'ai eu le bonheur de découvrir cet été, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle, et dans ce livre, une voie s'ouvre où nous comprenons, nous ne le savions pas, c'était pas évident, que les robots pouvaient être humanisants. Mais aujourd'hui, le titre de sa conférence est « Pour un dialogue sans ambiguïté entre l'homme et l'humanoïde ». Je lui laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation, merci de cette présentation. Alors moi je suis comme vous, j'ai quitté à regret la table ronde précédente sur les réseaux sociaux. Alors on va apparemment changer complètement de sujet, mais pas tout à fait, puisque le titre de la table ronde précédente était « Réseaux sociaux, attention ». Donc on pourrait sous-titrer ma propre conférence « Robots sociaux, attention ». Voilà, robots sociaux, attention. Le titre de l'ouvrage qui vous a été présenté est en effet « Le jour où mon robot m'aimera », mais il faut comprendre que c'est un clin d'œil au fameux roman « Le meilleur des mondes ». Le jour où vous pensez que le meilleur des mondes existe et que c'est celui dans lequel vous êtes, eh bien, ça prouve que vous êtes complètement victime de l'intoxication du pouvoir central. Eh bien, le jour où vous penserez que votre robot vous aime, que votre robot a des sentiments, des émotions pour vous, eh bien, il y a une petite lumière rouge qui clignote dans votre cerveau et rappelez-vous que cela signifiera seulement que vous avez été totalement intoxiqué par la propagande des roboticiens et des informaticiens prêts à nous faire croire, pour nous vendre des robots, que les robots pourraient avoir des émotions et des sentiments. Alors, c'est déjà présent dans certains slogans, puisque SoftBank, qui commercialise le robot Pepper, prend bien soin de lui dessiner un grand cœur sur la poitrine, et son slogan en privilégié de vente est « Pour la première fois, nous vous vendons un robot qui a du cœur, qui a des émotions ». Voilà, donc on va essayer un petit peu de s'avancer là-dedans, et d'abord on va envisager ce que sont les robots. Et si vous avez des questions au cours de ce que je suis en train de dire, ben, n'hésitez pas à les poser. On a parlé des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens interagissent sans arrêt. Alors il faut garder la leçon positive de cela, n'hésitant pas à interagir, même dans un amphithéâtre comme ici. Donc si vous avez une question, une réflexion, vous m'interrompez. Voilà. Donc un robot, on revient à la définition initiale, un Norbert Wiener, c'est très simple à comprendre. Un robot, c'est une machine qui associe trois systèmes d'interaction, des capteurs, c'est l'équivalent de nos organes sensoriels, beaucoup plus puissants, beaucoup plus complexes, peuvent capter la température, le taux d'humidité, les radiations, etc. Un programme que les Japonais appellent le government du robot, et puis des effecteurs qui permettent à sa machine d'agir sur l'environnement. C'est ce qui la distingue d'une intelligence artificielle. Alors vous voyez, le caractère anthropomorphe des robots n'a rien à voir avec leur conception initiale. Alors depuis Norbert Wiener, quand même, 1950, s'est ajouté beaucoup de choses, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Des capacités d'apprentissage, alors par renforcement, vous avez par exemple le petit robot Nao fabriqué par Aldébaran, il est renforcé par la phrase « c'est bien ». Quand il fait quelque chose correctement, il faut lui dire c'est bien, il renforce son apprentissage. Si vous lui dites c'est très très bien, ça ne marche pas. Si vous lui dites c'est parfait, ça ne marche pas. Si vous lui dites t'es génial, ça ne marche pas. La phrase c'est bien. Mais un jour, le robot sera capable d'entendre les variations de cette phrase, mais aujourd'hui non, c'est bien. Alors apprentissage par imitation, le rêve de roboticien, c'est de fabriquer un robot qui soit capable, par exemple, de fabriquer des gâteaux en regardant un pâtissier fabriquer des gâteaux. Donc apprentissage par imitation, par essai-erreur. C'est très compliqué, il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est évidemment comme ça que les robots apprendraient le plus vite, exactement comme un enfant.
Un enfant est un formidable imitateur. L'idée des roboticiens, c'est de fabriquer un robot qui soit un formidable imitateur. Mais le robot a encore une autre capacité, c'est qu'il est capable d'apprendre en se connectant sur Internet. Vous voulez apprendre quelque chose à votre robot, vous n'y arrivez pas. 10 minutes après, il sait parfaitement le faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est relié à un serveur central sur lequel il a bénéficié de tous les apprentissages faits par d'autres robots sur le modèle de ce que vous vouliez apprendre au vôtre. Donc vous croyez que vous êtes vraiment efficace pour apprendre quelque chose au robot, comme à un enfant. En fait, l'enfant ne se connecte pas sur un serveur central. Chacun doit apprendre pour lui-même. Le robot, si. Vous voyez, c'est une grande différence. Mais quand on est face à un robot, on va voir, on oublie constamment qu'il est relié à un serveur central. Alors certains chercheurs sont même allés plus loin, et ils vont plus loin, les choses arrivent sur le marché. Empathie artificielle, c'est quoi? C'est la capacité d'une machine d'identifier vos émotions. La machine voit si vous avez un visage plutôt triste, heureux, voilà, voit vos mimiques, entend vos intonations, et la machine repère vos émotions et peut éventuellement engager un dialogue avec vous en vous montrant qu'elle a compris votre état émotionnel. Il est prévu que dès 2020, tous les véhicules Ford soient équipés d'une intelligence artificielle qui interpelle le conducteur quand il s'assoit. Alors la machine pourra voir si son haleine empeste trop l'alcool, et à ce moment-là, la machine dissuadera ou même interdira la conduite. Mais la machine pourra aussi dire « Ah ben, tu as l'air en forme aujourd'hui », et puis la machine pourra dire « Tu es triste, peut-être je peux t'aider », ou la machine pourra dire « Écoute, tu es triste, mais rappelle-toi quand même, il faut aller acheter des fleurs pour l'anniversaire de ta vieille maman, je peux les commander pour toi sur Internet, ou je peux t'y emmener si tu préfères les choisir in situ ». Voilà, donc ça c'est prévu, capacité de la machine d'identifier les émotions humaines et d'aborder l'humain en tenant compte de cette compréhension. Et puis vous avez un dernier élément d'évolution actuelle des robots, certains roboticiens travaillent d'arrache-pied là-dessus, c'est les émotions artificielles. Vous voyez ici un visage de robot humanoïde fabriqué par Hiroshi Ishiguro au Japon. J'ai appris récemment que la tête du haut et la tête du haut ne correspondaient pas à ce qu'il y a sur la tête du bas, mais c'est à peu près la même chose. Et donc, ce robot qui a un visage d'apparence humaine, beaucoup de petits moteurs, jusqu'à 150, est capable d'imiter les émotions humaines. Donc, non seulement il comprend les émotions humaines, mais il répond en montrant lui-même des émotions. C'est ce qu'on appelle les émotions artificielles. Voilà. Et donc là, on rejoint ce qu'on appelle le robot Android, le robot d'apparence totalement humaine. Alors, vous allez me dire, pourquoi un robot d'apparence totalement humaine? Pour ceux qui les conçoivent aujourd'hui, la réponse est un peu philosophique, parce qu'il n'y a pas besoin qu'un robot ait une apparence humaine pour nous aider dans la vie quotidienne. Il suffit qu'il ait 2 bras, 2 jambes, voilà, même 2 jambes, ça se discute, mais enfin pour l'esthétique, il vaut mieux 2 jambes que 2 chenilles, même si les chenilles permettent de monter les escaliers aussi bien. On est plus tranquille avec un robot qui a 2 jambes qu'avec 2 chenilles, ça fait un peu engin militaire, voilà, engin de terrassement. Donc 2 jambes, 2 bras, bien sûr, pour prendre des objets, 2 mains, ça c'est le robot humanoïde. Pourquoi un robot Android qui a une apparence humaine parfaite, la plus parfaite possible? L'argument donné est assez philosophique, puisque ceux qui cherchent à les fabriquer, comme Hiroshi Ishiguro au Japon, disent voilà, nous ne savons pas ce que c'est que l'homme. L'homme reste une grande inconnue. Donc plus nous fabriquerons une machine qui se rapproche de l'homme, plus nous comprendrons qu'est-ce que la machine ne peut pas faire que l'homme peut faire, et donc plus nous serons capables de cerner la spécificité humaine. Alors il peut y avoir d'autres motivations moins avouables, mais en tout cas celle-ci est mise en avant, et vous voyez, elle mérite d'être prise en considération. Alors ces interactions avec les robots, ici vous avez 2 modèles de robots, mais on s'aperçoit que plus les robots ont une apparence Android ou même humanoïde, plus on leur accorde la confiance, et vous voyez, un robot qui donne un feedback émotionnel, c'est-à-dire qui comprend votre intonation, qui comprend vos mimiques et éventuellement qui adopte une intonation et des mimiques adaptées aux vôtres, eh bien, il est perçu comme plus fiable. Dans plusieurs fonctions des robots, possibles, selon le degré de complexité qu'on va leur donner par rapport à ce que je vous ai dit, remplacer l'homme, voilà, réhabiliter, augmenter l'homme ou être complémentaire de l'homme, mais ça n'est pas, à mes yeux, le plus important. Ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que ces caractéristiques des robots vont nous faire basculer dans un monde dans lequel nos relations aux machines vont complètement changer. L'être humain a toujours eu tendance à projeter ses émotions, ses pensées, ses sentiments sur son environnement.
Et on sait aujourd'hui que c'est comme ça que l'être humain interagit. Vous savez, moi, quand j'ai fait mes études, on nous citait Piaget, on nous citait Freud, on nous citait le stade préopératoire avant 4 ans, et puis on nous disait après, l'enfant grandit, et il rentre dans un stade plus rationnel, voilà, et il comprend que les arbres, les animaux, etc., n'ont pas les mêmes émotions, les mêmes pensées que lui, et les machines encore moins. Or, on s'aperçoit que ces deux modes de pensée coexistent toujours chez l'être humain, et que le mode normal de communication d'un humain avec l'inconnu, c'est l'interaction. On trouve quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par lui parler, par voir s'il bouge, par l'interpeller. Donc le mode de communication, la façon dont l'être humain entre en relation avec son environnement, c'est l'interaction. Alors ça a été très utile à l'être humain, évidemment, par exemple pour apprivoiser les animaux sauvages, savoir si un loup qui s'approchait d'un feu de camp avait l'œil plutôt amical ou l'œil plutôt antipathique. Donc ça a beaucoup servi à l'être humain. Et puis il en reste des traces, comme cet arbre qu'on appelle un saule pleureur. Allez savoir pourquoi. Il ne pleure pourtant pas, mais on ne peut pas s'en empêcher. Dire que le chat est content, même chose. Voilà. Alors il y a une petite chose pour ceux qui sont en psycho, qui ont peut-être entendu parler, en 1944, deux chercheurs allemands qui ont mis au point une petite vidéo. Là, vous avez une image fixe, une petite vidéo. Et donc, en fait, c'est un petit rond, un petit triangle qui se balade. Et puis, il y a un grand triangle aussi. Et puis, il y a une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et quand Fritz Heider et Marianne Simmel demandaient aux gens qu'est-ce qu'ils avaient vu, après leur avoir présenté cette vidéo, la plupart des gens disaient qu'ils avaient vu un petit rond et un petit triangle qui essayaient de se rencontrer et qui n'y arrivaient pas parce qu'il y avait un méchant grand triangle qui les en empêchait sans arrêt. Bref, une histoire d'amour. Que l'être humain projette une histoire d'amour sur ce qu'il ne comprend pas, ça ne vous étonnera pas. Alors cet anthropomorphisme, il est extrêmement exploité aujourd'hui par le design, il le sera encore plus avec la robotique. La petite voiture qui a le regard tellement sympathique, voilà, un gros argument d'achat. Et puis des designers qui mettent des formes anthropomorphes un peu partout. Vous avez ici notamment Ettore Sottsass, qui en met même une forme anthropomorphe à un endroit où elle n'a pas d'utilité. Alors qu'est-ce que ça va modifier ça dans notre relation à l'environnement ? Ça va avoir pour conséquence que non seulement nos projections anthropomorphes vont être beaucoup plus importantes, c'est-à-dire on va constamment faire beaucoup plus de projections sur ces objets animés que nous en faisons sur les objets inanimés, et puis d'autre part, on risque aussi de basculer dans des convictions animistes, c'est-à-dire d'attribuer réellement à l'objet les émotions, les pensées que nous lui imaginons. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, j'essaye de prendre ma voiture. Voilà, j'ai un rendez-vous important. Je mets la clé de contact sur le tableau de bord de ma voiture. Elle ne démarre pas. Si je suis très stressé, il peut arriver que je dise un gros mot et que j'ajoute un non, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui. Je parle à ma voiture. Donc ça, c'est anthropomorphe. Je parle à ma voiture parce que je ne peux pas m'empêcher d'exprimer ma colère à ma voiture comme j'exprimerais un être humain. C'est le mode normal de communication de l'humain avec son entourage, animé, inanimé. En revanche, je ne pense pas que ma voiture me comprend et je n'attends pas qu'elle me réponde. Mais les voitures de demain pourront très bien répondre en disant éventuellement, écoute, je m'excuse, mais tu as fait tel truc, voilà, la batterie est à plat, je t'avais prévenu, il fallait la recharger ou je ne sais quoi. Et donc à ce moment-là, un dialogue pourra commencer à s'établir avec la possibilité de projection animiste, d'un animisme qui consiste à croire effectivement que les projections qu'on effectue sur un objet correspondraient à ce que cet objet ou cette machine pourrait vivre réellement. Alors, du coup, il va se créer une relation très spécifique avec ces machines, alors, que les roboticiens étudient peu, mais qu'on étudie là où les robots sont installés, notamment aujourd'hui dans des maisons de retraite ou dans les hôpitaux de jour. Et qu'est-ce qui va se passer ? Va se passer une illusion de réciprocité. C'est-à-dire la machine, très vite, va avoir la capacité de vous interpeller, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou vous appelez par votre prénom. Il y a déjà des robots dans des hôpitaux qui sont installés à des carrefours où passent beaucoup de malades, ils ont la capacité de reconnaître les malades, et donc ils interpellent les malades par leur prénom en lui demandant est-ce que tu as bien dormi. Les malades n'en déduisent pas que les robots seraient des humains, mais ils disent qu'ils sont contents quand même que quelqu'un leur demande comment ils vont. Voilà. Donc de là à basculer, si le robot est capable d'engager une conversation, de là à basculer dans une vraie projection animiste, il n'y a qu'un pas. Donc le robot peut nous interpeller pour nous demander comment ça va et tout, nouer un lien. Et puis le robot aussi a besoin de nous.
Le robot est comme un enfant qui va nous dire, écoute, j'ai besoin que tu m'apprennes beaucoup de choses parce que les robots sortir d'usine, ils ne seront pas adaptés à chacun d'entre nous. Moi, si je trouve que le soleil couchant, c'est un truc merveilleux, et puis que mon voisin, il trouve que le soleil couchant, c'est une horreur, hein, et bien évidemment que notre robot, le robot que nous achèterons l'un et l'autre qui sortira de la même usine, il ne devra pas être programmé pour penser dans tous les cas que le soleil couchant c'est merveilleux ou dans tous les cas que le soleil couchant c'est une horreur. Donc il va nous être livré de telle façon que c'est nous qui allons l'éduquer. Il y a un beau film japonais là-dessus qui montre justement, Sayonara ça s'appelle, et qui montre comment une dame et son robot vivent ensemble. La dame éduque son robot à un certain nombre d'associations, par exemple l'herbe verte est belle au soleil couchant, et un jour le robot dit l'herbe est verte au soleil, l'herbe verte est belle au soleil couchant, et la dame lui dit mais comment as-tu appris cela? Et le robot dit mais c'est toi quand tu avais 12-13 ans, la dame est vieille, hein. C'est toi quand tu avais 12-13 ans qui me l'a dit, je l'ai appris de toi. Donc, vous voyez, illusion encore plus grande, c'est que les robots seront en accord avec nous, puis c'est nous qui leur aurons appris leur représentation privilégiée du monde. Donc, création d'une illusion de réciprocité, et du coup, l'horizon qui a été d'ores et déjà démontré, voilà rapidement 2 évocations, un humain qui interagit avec un robot, même si le robot a des yeux de Mickey, hein, c'est-à-dire complètement des yeux peints, hein, pas des yeux animés, mais même des yeux peints, un humain qui interagit avec un robot passe autant de temps à regarder le robot dans les yeux que ce qu'il regarde un humain dans les yeux quand il interagit avec un humain. Ça, il y a beaucoup de littérature sur le fait qu'on regarde les yeux de nos interlocuteurs parce que c'est un peu la fenêtre de leur âme. Alors on peut penser deviner leurs émotions, etc. Un robot qui a des yeux de Mickey, non, hein, certainement pas. Mais on ne peut pas s'en empêcher. On a le même mode de relation avec un robot qu'avec un humain. On pourrait aussi bien regarder ses pieds, hein, non, on regarde ses yeux. Et puis deuxième chose, les régions cérébrales qui sont mises en activité quand on interagit avec un robot sont, alors j'ai lu ça dans la littérature scientifique, à peu près les mêmes, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, que celles qui sont mobilisées quand on interagit avec un humain, avec un robot, avec un humain. Voilà. Et donc on arrive à cette idée d'empathie artificielle, qui est le sous-titre de mon livre, mais il faut bien comprendre que cette empathie artificielle, c'est une empathie tronquée, alors je ne vais pas m'avancer trop dans ce domaine-là, pour qu'on ait le temps de parler un peu. Vous voyez, je vous ai mis ce slide en anglais parce que c'est essentiellement des travaux anglo-saxons, donc ce n'est pas la peine de traduire l'anglo-saxon en français, il vaut mieux, surtout qu'en plus c'est assez facile à comprendre. Et donc l'empathie est une construction très complexe, hein, et pour vous en tenir simplement à l'empathie directe, l'empathie relationnelle qui intervient, j'ai un pointeur je crois, voilà c'est ça, l'empathie dont tout humain dispose, hein, sauf cas pathologique, voilà, en particulier dans l'autisme, mais l'humain, les capacités d'empathie dont tout humain est censé bénéficier, qui se trouvent ici au niveau de la coque du navire. Pourquoi la coque du navire? Parce que tous les navires ont une coque, hein, tous n'ont pas des cabines de passagers. Hein. Les barques qui transportaient du charbon, ou qui transportent maintenant du minerai sur les fleuves n'ont pas de cabine de passagers, mais en revanche tous les navires ont une coque, tous les bateaux ont une coque. Et donc cette coque qui symbolise ici les différents niveaux de l'empathie directe, vous voyez, engage 3 niveaux, 3 composantes. L'empathie émotionnelle, qui est la capacité d'identifier les émotions d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste. Ce n'est pas absolument évident, hein. Encore une fois, les enfants autistes ont de la difficulté avec ça, mais on sait que cette capacité peut se perdre, notamment en cas de maltraitance. Et il semblerait aujourd'hui que du fait de la fréquentation télévisuelle excessive chez beaucoup d'enfants, ils aient de la difficulté, un certain nombre d'enfants, ils aient de la difficulté à construire une représentation juste des émotions de leurs interlocuteurs, par défaut de communication en face à face dans la toute petite enfance. Donc quoi qu'il en soit, cette empathie émotionnelle, heureusement, elle existe à peu près chez tout humain, capacité d'identifier les émotions d'autrui, je vois que tu es content, je vois que tu es triste. L'empathie cognitive, capacité de comprendre que l'autre peut avoir des raisons différentes que moi d'être triste ou content, hein, que l'autre peut être triste ou content pour des raisons différentes de moi, et puis que ce qui me rend triste moi peut peut-être le rendre content. Et ça, c'est des capacités uniquement cognitives, hein, qui s'installent vers 4-5 ans, l'empathie émotionnelle vers 1 an en principe, l'empathie cognitive vers 4-5 ans, ça se confond avec la théorie de l'esprit pour ceux qui sont familiers de ce genre de choses. Voilà. Et puis alors l'empathie mature, c'est quoi? Elle se constitue vers 8-12 ans. Eh bien, c'est la capacité de combiner ces 2 capacités, l'une plutôt émotionnelle, mais qui peut nous submerger, hein, l'autre plutôt cognitive, qui engage beaucoup de retrait, et donc l'empathie cognitive est un formidable outil de manipulation quand elle est engagée sans empathie émotionnelle. Et donc en principe, si l'enfant y est aidé, parce qu'il faut qu'il y soit aidé,
il construit l'empathie mature, qui est la capacité de changer émotionnellement de point de vue, c'est-à-dire de pouvoir dire, par exemple, je vois que tu es content, empathie émotionnelle, je comprends pourquoi tu es content, même si ce qui t'arrive, moi, ça ne me rendrait pas content. Et empathie mature, si j'aimais ce qui t'arrive autant que toi, eh ben, je serais content comme toi. Et donc, plus on passe de l'empathie émotionnelle à la cognitive à la mature, plus il faut accompagner l'enfant. Or, si on revient au robot, alors il y a les mêmes choses pour l'auto-empathie, c'est-à-dire capacité d'identifier ses propres émotions. Ben, je perçois que je suis content, je perçois que je suis triste. Ce n'est pas toujours évident. Des fois, quelqu'un nous dit « mais tu es drôlement en colère » et on répond « non, je ne suis pas en colère » parce qu'on le croit vraiment à ce moment-là. Et puis, l'empathie cognitive, l'équivalent pour soi-même, ben, c'est le fait d'identifier les raisons de ses propres émotions. Ce n'est pas évident non plus. Si mon chef de bureau me persécute, il peut arriver que le soir en rentrant chez moi, je sois persuadé que c'est mes enfants qui m'énervent alors que c'est mon chef de bureau qui me persécute. Hein. Freud a quand même bien montré que la manière la plus simple de gérer les émotions désagréables, c'est de déplacer leur cause. Ça évite de se confronter aux vrais problèmes, à ceux qu'on ne pourrait pas résoudre justement. Donc l'empathie cognitive pour soi, capacité d'identifier ses propres émotions, l'origine de ses propres émotions pour soi-même, encore une fois, ce n'est pas facile toujours, sinon on n'aurait pas inventé la psychothérapie. Et puis l'empathie mature dans l'application à soi-même, c'est quoi? C'est la capacité d'accepter que nous sommes partagés. C'est-à-dire que nous pouvons, par certains côtés, penser une chose et par d'autres côtés, penser une autre chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée complexe. Hein. Ne pas repousser à l'intérieur de son esprit cette ambivalence, mais accepter de la vivre et accepter qu'autour de problèmes toujours complexes, on puisse être partagé. Et c'est seulement si on accepte d'être partagé entre des opinions différentes qu'on va pouvoir accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente de soi. Et donc quand tout ça fonctionne, je ne vais pas aller au-dessus, mais quand tout ça fonctionne, ce n'est pas encore le sens moral, c'est le précurseur du sens moral, et ce qu'on se au-dessus. Mais quand tout ça fonctionne, ce qui est important, c'est qu'on a la capacité d'accepter a priori comme possible tous les points de vue, et après examen, d'en rejeter certains, de les condamner pour des raisons morales, pour des raisons éthiques, mais en tout cas d'accepter a priori tous les points de vue humains comme possible parce qu'humain. Il y a tout dans l'homme, même ce qu'on aimerait ne pas y trouver. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter a posteriori, hein, mais qu'on va tout accepter a priori, donc engager une discussion, un débat, une argumentation. Alors si maintenant on revient au robot, ben, le robot, où est-ce qu'il est là-dedans? Ben, aujourd'hui, il est doté d'un équivalent de l'empathie émotionnelle. Il est capable d'identifier nos émotions. Un robot peut dire « je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère ». Et il peut être capable, notamment en se connectant sur Internet, mais aussi s'il partage votre vie avec vous, si le robot vous voit tomber par terre un objet auquel vous tenez beaucoup, ben, le robot peut dire je vois que tu es en colère, tu es en colère parce que tu as cassé un vase que tu aimais beaucoup, mais il peut aussi aller le voir sur Internet, par exemple, dire tu es triste, je vois que tu es triste, mais j'ai vu sur Internet, je ne sais pas, qu'un de tes amis est décédé ou que tu as perdu ton travail. Donc le robot peut être facilement doté d'empathie émotionnelle, il l'est déjà, et d'empathie cognitive, ça ne pose pas trop de problèmes puisque le robot est sans arrêt connecté à Internet. Et bien évidemment que le robot ne peut pas être doté de ce que j'appelle l'empathie mature puisqu'il ne peut pas se mettre émotionnellement à la place d'autrui puisqu'il n'a pas d'émotion. En revanche, rien n'empêcherait un robot bien programmé de pouvoir dire, par exemple, je vois que tu as cassé le vase de ta maman, que tu aimais beaucoup, je comprends que ça te rend triste, et si c'était ma maman à moi qui si j'avais moi cassé le vase de ma maman, eh bien je serais triste comme toi. Bon, alors là, vous allez dire, il ne faut pas exagérer quand même, tu n'as pas de maman, mais s'il vous dit simplement, mais si j'étais à ta place, je serais triste comme toi, peut-être vous allez être tenté de le croire. Donc vous voyez, la question de la robotique aujourd'hui est vraiment une question qui interroge de manière très très aiguisée la relation que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres. Voilà. Alors cette relation empathique entre l'homme et la machine, que je viens d'évoquer avec ses différentes composantes, il est bien évident qu'elle va produire un certain nombre de risques, c'est les choses sur lesquelles je travaille. Ce que je vous ai dit avant, un informaticien aurait pu vous le dire. Moi, l'objet de mon travail, c'est de comprendre quels sont les risques, je dis bien pas les dangers. La distinction entre danger et risque est très importante. Un danger, c'est quelque chose qui nous menace, mais on n'en a pas une représentation précise. C'est l'angoisse. Non seulement on n'en a pas de représentation précise, mais on ne voit vraiment pas comment on pourrait s'en protéger. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est quelque chose qui est bien cerné
et pour lequel on imagine justement des moyens de se protéger. Donc tout ce qu'on appelle la prospective consiste à passer du danger au risque. Identifier les dangers, ce qui inquiète les gens, et puis les préciser, les formuler clairement, les identifier comme des risques possibles et essayer de déterminer des moyens de réduire ces risques, sachant que les risques ne sont jamais totalement réduits, mais qu'on peut essayer quand même de les réduire. Alors le risque 1, c'est croire que les robots sont autonomes. Ça, c'est la grande tentation. Vous interagissez avec une machine. Par exemple, imaginez une machine à café interconnectée qui sait combien de café vous avez bu chez vous, parce que la machine à café de chez vous est interconnectée. Vous interagissez avec la machine à café. Si vous oubliez qu'elle est interconnectée, vous pouvez prendre des cafés en ne sachant pas qu'elle sait que vous en avez déjà bu trop chez vous. Donc la tentation où nous allons être, c'est d'oublier que ces machines sont interconnectées, parce que l'homme n'étant pas interconnecté, vous savez que c'est un grand rêve d'ailleurs de ceux qu'on appelle les transhumanistes, pas un rêve, c'est un projet des transhumanistes de nous interconnecter physiquement, avec des puces dans notre cerveau qui nous donneraient accès directement à Internet et nous permettraient de communiquer par la pensée avec des interlocuteurs via Internet ou via un réseau plus sophistiqué. Et donc, croire que les robots sont autonomes, oublier qu'ils sont commandés par des algorithmes connectés à leurs fabricants. Vous avez un robot qui vous rend des grands services. Un jour, le robot vous dit le réfrigérateur est vide. Vous dites oui, c'est vrai, il faudrait le remplir. Et le robot peut vous dire oui, mais tu sais, peut-être tu as envie encore de manger toujours la même chose, mais il y a une super promotion dans un magasin à côté de pizza ou de salade proche de celle que tu aimes d'habitude. On pourrait essayer. Et vous risquez de réagir à cette proposition comme la proposition sympathique d'un conjoint ou d'une conjointe qui vous dit tiens, on pourrait varier l'alimentation. Alors que votre robot, évidemment, il est connecté à un serveur central et le patron du robot a passé un marché avec la chaîne alimentaire et le robot vous propose quelque chose qui permettra à la firme qui fabrique le robot d'augmenter ses bénéfices parce qu'il y aura un marché entre le robot. Le robot sera un formidable support publicitaire, beaucoup plus efficace que ne le sont aujourd'hui les publicités qui clignotent sur Internet. Avec le risque, comme sur Internet, que les robots, d'ailleurs plus encore qu'Internet, nous créent des niches. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux sur le fait qu'Amazon, par exemple, mais Google, même chose, qui nous fait toujours des propositions dans le sens de ce que nous avons choisi avant. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur le risque que cela nous enferme chacun dans nos représentations précédentes. On a avec Internet une machine qui nous confronte sans arrêt au monde entier, donc on peut sans arrêt ouvrir considérablement notre perspective. Et malheureusement, Google, Amazon, nous propose sans arrêt, nous fait sans arrêt des propositions pas seulement en termes d'objets à acheter, mais aussi en termes d'informations privilégiées, en termes de programmes, de télé, de séries, de littérature, de bande dessinée, de tout. Et donc ces moteurs de recherche nous font toujours des propositions qui sont étroitement liées à nos choix précédents, avec le risque de nous enfermer dans ces choix en pensant que ces choix seraient partagés par un grand nombre de gens, puisque nos moteurs de recherche censés nous répondre objectivement, ce qu'ils ne font pas du tout, nous proposent toujours nos choix à nous. Et donc, évidemment, avec le robot, le risque de création de ces niches serait encore beaucoup plus important. Alors, risque 2, croire que le robot ressentirait des émotions et en souffrirait. Alors, ça paraît curieux aujourd'hui, quand on pense à un robot. On dit, mais non, je ne vais jamais penser que mon robot peut souffrir, qu'il a des émotions. Et oui, vous ne penserez jamais que votre robot souffre des émotions, je vous l'accorde. Mais vous agirez comme si vous le pensiez. Et c'est la seule chose qui est attendue de vous. Alors, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire pour ça, c'est la surprise de l'armée américaine à découvrir les comportements des soldats ayant en charge des robots paquebots. Les robots paquebots sont des robots démineurs, ce n'est pas des robots humanoïdes du tout, c'est un robot paquebot, c'est à peu près 70 cm de haut, ça ressemble à une caisse sur 2 chenilles avec un bras articulé, une petite caméra, c'est des robots démineurs. Eh bien, l'armée américaine a été très surprise de découvrir en Irak, en Afghanistan, que les soldats en charge des robots démineurs, pas tous, certains soldats en charge de robots démineurs, s'attachent à leurs robots comme à un humain.
Alors les conséquences sont assez patentes, hein, c'est-à-dire que d'abord ils lui donnent un petit surnom, ils peuvent le décorer avec des tags, des post-it, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, ces soldats vont se déprimer quand leur robot est endommagé, alors que l'usine qui les fabrique peut les changer à faible coût, hein, ce n'est pas des machines très sophistiquées. Et puis il y a même des soldats qui présentent des troubles somatiques équivalents aux parties de leur robot endommagé, hein, douleur d'une jambe parce que le robot a une chenille endommagée, voilà, du même côté. Et puis des soldats tiennent absolument à rendre les honneurs de la guerre à leur robot quand il est détruit, comme un camarade de combat. Et puis plus grave encore, pour l'armée américaine, des soldats peuvent risquer leur vie pour sauver leur robot. Quand on voit le prix comparé d'un soldat américain et d'un robot bas de gamme, hein, comme un robot démineur, eh bien on s'aperçoit évidemment que c'est une catastrophe. Alors l'armée américaine a imaginé que peut-être si ces soldats démontaient et remontaient leur robot, c'est comme les anciens exercices, on démonte, on remonte le fusil, ils allaient s'habituer à voir leur robot comme une machine. Mais pas du tout. Les soldats disent oui, je sais que c'est une machine, je l'ai démonté, remonté, démonté, remonté, je sais bien que c'est une machine, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de lui venir en aide. Et il y a même une histoire assez étonnante d'un roboticien qui a inventé des robots assez simples, assez élémentaires du point de vue de la marche, et notamment un robot démineur qui ressemble à un phasme, un bâton avec 8 pattes. Et le robot démineur avance sur ses 8 pattes, et chaque fois qu'il touche une mine, avec l'une de ses pattes, la patte explose. Et donc cet ingénieur raconte qu'il en a fait la démonstration à l'état-major américain, et puis qu'il y aurait là un haut gradé qui aurait dit, quand le robot n'avait plus qu'une seule patte et qu'il se traînait lamentablement en cherchant une mine pour la faire exploser, eh bien ce haut gradé de l'armée américaine aurait dit « Arrêtez ça, c'est inhumain ». Voilà. Et donc, il faut bien prendre ça très au sérieux. Alors, ça veut dire que vous avez un robot chez une personne âgée, ben la personne âgée peut tout d'un coup, parce que les robots ça bug, voir le robot un peu titubé, elle peut se précipiter pour éviter qu'il tombe. Vous voyez le carnage, surtout s'il lui tombe dessus. Une personne âgée peut craindre, ou pas âgée d'ailleurs, que le robot se brûle sur une plaque chauffante, hein, alors que le robot, il est sous garantie, hein, on lui change la main, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a un vrai problème là. Donc on va voir après quelles mesures on pourrait évoquer pour éviter les dangers, mais vous voyez, il y a un vrai problème non pas de penser que les robots pourraient souffrir comme nous, mais le danger d'agir comme si on en était convaincu. C'est laisser faire notre cerveau reptilien, en quelque sorte, et peiner à mettre en jeu les commandes frontales. Et puis, troisième risque, risquer de considérer le robot comme modèle de l'humain, avec une déclinaison, hein, préférer des robots prévisibles à des humains imprévisibles. Alors, on a un bon argument pour le penser, c'est que vous savez que l'utilisation de notre téléphone mobile, tout le monde est d'accord pour le dire, nous a rendus beaucoup moins tolérants à l'attente. Il suffit d'utiliser un téléphone mobile pour ne plus supporter d'attendre. Et Amazon, qui veut nous livrer par drone dans les 24 heures, voire même dans la minute, surfe là-dessus. Donc on peut imaginer que d'avoir des robots toujours prévisibles, gratifiants, gentils. Il y a des robots installés chez des personnes âgées en Hollande. La première chose qu'ils disent quand ils arrivent chez la personne âgée, c'est « Oh, comme c'est beau chez vous !» Et comme vous êtes bien habillé, mais quel goût vous avez. Voilà, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc évidemment, on est content. Voilà, on est content. Et donc du coup, la tentation, c'est de dire, pourquoi mes proches ne sont pas aussi gratifiants? Mais c'est vrai que je m'habille bien, c'est vrai que je suis bien coiffé, je fais attention à moi. Mes enfants ne me le disent jamais, mes copines encore moins. Mon robot me le dit. Voilà. Donc, risque de préférer des robots toujours gentils et prévisibles à des humains imprévisibles, ce qu'on appelle déjà la robodépendance. Alors, les roboticiens en sont conscients, les marchands aussi. Les roboticiens voudraient mettre en place des stratégies pour la limiter, parce qu'ils sont humanistes aussi des fois, les roboticiens, mais les marchands qu'ils sont moins sont prêts évidemment à ne pas mettre en place ces pare-feux que des roboticiens imaginent. Alors, risque de préférer les humains prévisibles comme les robots, nous rendre moins tolérants au caractère imprévisible de l'humain. Ça veut dire qu'on voudra bien côtoyer les humains, mais à condition qu'ils soient comme des robots. Voilà. Arrête de me dire ce que tu penses de moi, je le sais bien que trop, dis-moi plutôt des choses gentilles. Voilà. Et puis, risque de valoriser la simulation, puisque la qualité majeure du robot, c'est la simulation. Et quand il y a des années, j'ai dit à des roboticiens, mais les robots, c'est toujours des machines à simuler, les roboticiens m'ont répondu, oui, mais l'être humain est la meilleure machine à simuler qui soit. Aucun robot ne simulera jamais mieux qu'un être humain. Et puis c'est vrai, on a une magnifique machine à simuler, mais la simulation, bien que nous soyons des machines à simuler, n'est pas valorisée sur le plan éthique. Il
C'est-à-dire qu'on pense que l'humain est une machine à simuler, on n'arrête pas de mentir, de faire semblant, etc. Les histoires d'escroquerie nous fascinent. Voilà. Et ben, les escrocs sont capables de se faire passer pour des honnêtes hommes et tout. Mais en revanche, ce n'est pas valorisé. La question avec la robotique, c'est de savoir si la capacité de simulation ne serait pas une capacité valorisée, ça serait d'être marqué négativement pour être marqué positivement, notamment par rapport aux robots sexuels. Voilà. Alors des remèdes, ben, il y en a. Moi, je suis médecin. J'oublie jamais que ça ne sert à rien de parler des risques si on ne parle pas des remèdes. Hein. Ça ne sert qu'à déprimer les gens. Ce n'est pas une bonne chose dans le psychiatre. Je ne vois pas l'intérêt. Donc il y a des remèdes. On va passer très vite. Hein, on va avoir quelques questions, mais je vous les montre quand même. Alors il y a des remèdes, vous voyez, chaque fois avec une dimension législative, une dimension technologique, une dimension éducative. Ça veut dire que tout le monde a affaire. Alors le législateur, il y a déjà des commissions qui travaillent là-dessus. Du point de vue technologique, ben, il n'y a pas encore beaucoup de conseils roboticiens, mais il y en a vraiment qui réfléchissent à des moyens possibles. Et puis la dimension éducative majeure, hein, il faut vraiment apprendre à nos enfants à vivre avec les robots. Et puis ne pas oublier qu'un robot est une machine à simuler, ben, même chose, hein, législative, technologique, dimension éducative. Alors, je vous dis juste un petit mot sur la dimension technologique. J'ai dit un jour un ingénieur chez Aldébaran, pourquoi Robot Nao, Robot Pepper, vous savez, ils sont tout blancs. Alors, tout blanc et bleu ou blanc et rouge un petit peu, mais enfin, ils ont tous une armure immaculée comme des chevaliers purs et sans tache. Et donc, un jour, je dis à un ingénieur chez Aldébaran, pourquoi vous ne mettez pas une partie des protections transparentes pour qu'on voit l'intérieur du robot, qu'on voit, qu'on voit ce qu'on voit quand on ouvre son ordinateur, quoi. Voilà, des plaques bourrées de circuits et puis des câbles électriques partout. Alors, il me dit, mais on a essayé, mais ça angoisse trop les gens. Ah, ça, c'est formidable. C'est-à-dire, effectivement, les gens ont envie d'oublier que leur robot est une machine. Alors, soit le roboticien lutte contre cette tendance, mais le robot va mal se vendre. Alors là, le commercial passe derrière et dit, ben oui, mais vous allez angoisser les gens. Nous, on a besoin de les vendre, les robots. Donc, mettez plutôt des protections immaculées et opaques. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a des conflits, vous voyez, et malheureusement, ben, le dernier mot dans notre système économique est donné aux commerciaux. Voilà. Et puis, pas considérer les robots comme des modèles pour la relation pour l'humain, ben, vous voyez, ici aussi, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place, hein, et notamment, moi j'insiste toujours beaucoup là-dessus, des programmes qui invitent les usagers à entrer en contact les uns avec les autres. Vous savez, aujourd'hui, des technologies numériques, il y a deux grands modèles. Il y a le modèle télévision et le modèle Internet. Modèle télévision de plus en plus sophistiqué, on vous fournit les programmes que vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Mais vous êtes tout seul devant. Et puis le modèle Internet, eh ben, vous pouvez, on en a parlé, aller sur les réseaux. Bon, il y a du bien et du mauvais, mais il y a du bon et du critiquable. Mais en tout cas, sur les réseaux, on peut rencontrer des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, faire lien avec eux et souvent les rencontrer pour de vrai après les avoir rencontrés à travers les mondes numériques. Et donc, imaginez des robots qui mettent en lien les humains et pas des robots qui soient appelés à remplacer les humains. Voilà, eh bien, écoutez, donc voilà mon résumé, ce que j'ai essayé de développer devant vous. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui, je pense que d'autres ici, vous parlant de robots, vous en parleront, pour éviter que les robots nous fassent courir des dangers matériels ou physiques. Hein. Bon, c'est très important, il y a des normes ISO pour tout ça et tout. Mais c'est très important aussi de réfléchir aux dangers que pourrait nous faire courir une mauvaise appréciation de ce que sont les robots. Il y a toute une réflexion là qui est à mener. Et c'est d'autant plus important de la mener maintenant. Peut-être vous avez l'impression qu'on est un peu en amont des choses, mais pas du tout, parce que les chercheurs sont en train de concevoir les robots de demain, et quand les chaînes de fabrication des robots de demain tourneront à plein régime, ça sera trop tard pour dire que ce n'est pas les robots qu'on voulait. La seule chose qu'on pourra faire, c'est éventuellement boycotter les robots de première génération et dire que ce n'est pas ce qu'on veut. Et à ce moment-là, il faut espérer que les usines, enfin les roboticiens et les commerciaux se diront, ben, pour en vendre, on va les changer. Mais ça risque, hélas, d'être le seul moyen qu'on aura bientôt, boycotter la première génération des robots. Ben, si on y réfléchit avant, c'est encore mieux. Merci de votre attention.
Patrick Alva, généticien. J'avais un sourire et une réflexion au moment où vous avez parlé de l'attachement aussi artificiel que l'empathie du robot vis-à-vis de l'homme, du soldat américain vis-à-vis de son robot. Et la question que je me posais, c'est de savoir lequel des deux était le plus robotisé et quelle était la part du conditionnement de l'homme vis-à-vis de l'outil. Et vous avez surenchéri sur le montage et le démontage de l'arme, qui, dans ce que j'en ai vécu, dans mon expérience militaire extrêmement brève, n'était pas du tout destiné à nous faire approprier le fait qu'il s'agisse d'un objet, mais le fait de nous rendre performants à son utilisation. C'est ça, merci. Oui, tout à fait. L'objectif n'est évidemment pas le même, hein, parce qu'on a toujours, notamment dans les films d'Eisenstein, on voit les soldats monter, démonter leurs fusils. Voilà. Oui, mais l'objectif n'est pas le même. Alors par rapport aux soldats, peut-être vous voulez évoquer la question du soldat augmenté. Alors ça, c'est un problème colossal, hein, parce que toutes les parties du monde n'ont pas la même culture autour de l'augmentation de l'humain. Et donc aujourd'hui, les démocraties occidentales sont confrontées à un problème éthique majeur autour du soldat augmenté. C'est que des pays comme la Chine ou comme la Russie envisagent d'augmenter leurs soldats d'une manière difficilement envisageable dans les démocraties occidentales. Mais du coup, les armées occidentales se demandent si, à faire passer l'éthique avant la technologie, on ne risque pas d'avoir un retard militaire colossal. Et donc, c'est un vrai problème aujourd'hui qui est beaucoup débattu, qui n'a pas encore trouvé sa solution, mais la compétition internationale autour du soldat augmenté risque d'amener un certain nombre de démocraties à piétiner leur propre, les armées d'un certain nombre de pays démocratiques, à piétiner leurs principes pour éviter qu'un fossé technologique trop important se creuse entre des soldats d'armées potentiellement ennemies et nos propres soldats. Alors ceci dit, on risque d'avoir aussi... il y a toute une réflexion sur les technologies qui augmentent l'homme de façon provisoire, de façon définitive et de façon transmissible. Et les tripatouillages génétiques augmentent de façon irréversible et transmissible. Et les technologies augmentées peuvent augmenter de façon... Les technologies embarquées dans le corps peuvent augmenter de façon provisoire, mais même définitive, mais non transmissible. On risque d'avoir demain des armées avec des soldats augmentés, avec des technologies numériques embarquées non transmissibles, se battant contre des soldats augmentés avec des technologies génétiques transmissibles. Voilà, donc en tout cas, oui, c'est un énorme problème aujourd'hui. Quand on parle d'homme augmenté, on parle aussi de transhumanisme, mais là où c'est le plus chaud actuellement, c'est dans le domaine militaire. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, je voulais vous faire remarquer une chose, c'est que le problème, c'est que tant que le robot reste l'outil, c'est une chose, quand c'est lui qui prend la décision, c'est autre chose. Je crois que la question de la robotisation, c'est un problème de philosophie de l'action. Et entre moi qui suis chirurgien, tant que l'outil qui est mes mains reste intimement, j'allais dire, adjacent et même faisant partie du processus décisionnel, c'est une chose. Le jour où il s'en sépare et qu'il est sous la dépendance de connexions qui sont autres, ça devient tout à fait problématique. Oui, d'autre part, alors... simplement dans les techniques pour lutter contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'une des façons de lutter contre ça, c'est d'arrêter l'expression du langage par les robots? On sait que la pensée, le langage et l'expression de la pensée, qu'elle est spécifique d'une certaine manière, hein, bon, on peut discuter, mais d'une certaine manière, elle est spécifique à l'homme, et que l'expression, suivant les mêmes modes, par le langage, éventuellement par les émotions transmises des expressions, les mimiques, exactement, mais s'il n'y a ni mimique ni langage, on va avoir quand même, on va laisser le robot à sa fonction d'outil. Vous voulez dire ne pas donner le langage robot?
Ou se méfier de notre propre langage, ou peut-être les deux. Alors, se méfier de notre propre langage, oui, alors je n'en ai pas parlé là, mais c'est très important parce qu'on vit dans un monde d'expression piégée. On parle d'intelligence artificielle alors que l'intelligence des machines n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, ne serait-ce que par le fait que chaque neurone est capable à la fois de stocker l'information et de la traiter, alors que dans les machines, les parties destinées à stocker l'information et les parties destinées à la traiter sont radicalement différentes dans la technologie actuelle. Donc on parle d'intelligence artificielle, ça trouble beaucoup, mais c'est une intelligence qui n'a rien à voir avec la nôtre. On parle d'empathie artificielle, je vais plus insister, ça n'a rien à voir avec l'empathie réelle. Hein, voilà. On parle de machines, on parle d'indépendance, d'émotion des machines dans certaines publicités de SoftBank. Et tout ça nous trouble beaucoup. Donc il faudrait en effet s'entraîner à ne parler que de machines automatiques. Et déjà, si on parle seulement d'automates, on court moins le risque d'établir des ambiguïtés entre l'homme et la machine. Mais alors, il y a un autre aspect dans ce que vous dites, moi, qui me semble proche de ce qui s'est passé avec le rôle des experts il y a 20 ou 30 ans. Les experts ont été introduits dans beaucoup de domaines, hein, notamment le domaine de la justice, l'expertise psychiatrique, l'expertise sociale. Et effectivement, l'idée, c'était que l'expert ne faisait que donner son avis. Mais très vite, des juges submergés par trop d'affaires à traiter ont eu tendance à se ranger à l'avis des experts. Et il me semble inévitable que l'avis des robots, l'avis des machines, soit suivi par des gens qui auront beaucoup de questions à traiter et qui seront tentés de faire confiance à l'avis des machines. Alors, il y a une étude israélienne très intéressante là-dessus qui montre que les juges israéliens, pour des fautes, enfin dans des affaires exactement identiques, condamnent à des peines plus graves avant le déjeuner qu'après le déjeuner. Parce que les juges ont un peu faim, ils sont impatients, c'est l'heure du déjeuner, donc ils balancent des peines un peu graves, et alors après le déjeuner, ils sont là, et donc du coup, ils ont plus tendance à la générosité, à l'empathie, voilà. Donc il a été démontré ça très clairement par des chercheurs israéliens, alors qu'évidemment, une machine jugera toujours de la même manière si on entre un certain nombre de données à l'intérieur. Et donc, du coup, vous voyez, la tentation, c'est que les juges, avant le déjeuner, après le déjeuner, s'en remettent à l'avis de la machine, parce qu'au moins, on sait que lui est objectif. Donc ça, c'est la grande question, c'est jusqu'où arriverons-nous à résister à l'avis d'une machine qui se donnera pour être objectif. Et à mon avis, on n'y résistera pas, sauf si on se rend compte que ces machines sont dépendantes, totalement dépendantes, de l'ensemble des données précédentes qui y ont été rentrées. Et c'est ça la grande question des machines, c'est qu'une intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, est totalement dépendante des datas, des données qui lui ont été entrées. Or, très souvent, il a été montré aussi aux États-Unis que très souvent, ces données reflètent l'état du passé. Par exemple, il y a un logiciel qui a été mis au point pour orienter les gens vers des professions. Il a été remarqué qu'il oriente plus les filles vers des professions d'assistance et les garçons vers des professions de direction. Alors pourquoi ? Parce que toutes les données qui ont été entrées dans la machine concernent le passé et que dans le passé, c'était comme ça. Et donc, du coup, la machine réoriente toujours les fameuses niches, les fameuses œillères. La machine reproduit les données du passé. Mais la machine ne peut pas d'elle-même faire en sorte que le monde change. Au contraire, elle ne fait que le reproduire. C'est ça dont il faut être absolument toujours conscient, c'est que les machines ne fonctionnent qu'avec des données. Ces données reflètent le passé, elles ne reflètent pas l'avenir. Donc si on veut changer l'avenir, il faudra en effet ne pas s'en remettre aux décisions des machines, mais vous voyez que ça oblige à avoir ce raisonnement-là. Oui, merci Serge Tisseron pour cette conférence très stimulante. J'ai une question et un commentaire. Ma question, c'est est-ce que la bataille n'est pas déjà perdue à cause de la puissance du marché qui va customiser de plus en plus les robots jusqu'à tromper les plus habiles? Et la réponse qu'on pourrait avoir tenté de donner, c'est faisons confiance à l'éducation, mettons nos enfants de plus en plus au contact des robots, mais est-ce que c'est pas agrandir et accroître le piège de les habituer à être au contact des robots, risque de les rendre aussi encore bien plus dépendants. Et sur les experts, on est confronté en médecine à Watson. Watson étudie
en quelques heures toute la bibliographie mondiale sur un cancer, sur une tumeur, compare la génétique de cette tumeur à la génétique de son propriétaire et fait un travail en quelques minutes qu'un cancérologue mettrait 30 ans à faire en travaillant nuit et jour. Comment voulez-vous que le cancérologue de base lutte contre l'avis que donnera Watson sur une thérapeutique qui, bien sûr, sera une thérapeutique américaine, parce qu'on ne va pas faire tout ce boulot pour faire vendre des médicaments qui ne sont pas américains. Est-ce que la bataille n'est pas déjà perdue également sur l'expertise? Oui, alors vous savez, on peut perdre une bataille, mais gagner la guerre. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et puis, penser que la bataille est déjà perdue, c'est tellement déprimant qu'on ne va certainement pas trouver l'énergie pour remuer des montagnes, hein, parce que c'est quand même des gros problèmes. Voilà. Alors, sur les radiologues, oui, alors il y a quelqu'un, c'est Laurent Alexandre, hein, il est intarissable là-dessus. Mais Laurent Alexandre, en même temps, quand il montre combien les médecins vont cesser d'être des médecins, combien ils vont devenir des espèces de super infirmières, dans le meilleur des cas, et de petites infirmières de rien, dans le pire des cas, où ils se contenteront de sortir les diagnostics des machines et à sortir ensuite le traitement des machines. Voilà. Mais Laurent Alexandre, tout en disant ça, ne sombre pas dans un désespoir absolu pour autant. Et il dit, il faut justement chercher les métiers qui ne pourront pas être, dans lesquels l'activité humaine ne pourra pas être remplacée par l'activité de machine. Et ça, c'est le vrai challenge aujourd'hui. Bon, je n'en ai pas parlé, mais c'est un vrai challenge. Parce qu'à mon avis, il faut commencer par être conscient des problèmes, comme je l'expliquais, avant de vouloir commencer à réfléchir aux solutions. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup réfléchir aux activités spécifiquement humaines qui ne pourront pas être substituées par des machines, au moins dans les 30 ans qui viennent. Parce qu'après, vous savez, même les meilleures prédictions aujourd'hui se font à 15 ans. Aucune personne sérieuse n'accepte de faire des prédictions à plus de 15 ans. Voilà. Mais donc, en tout cas, et dans 15 ans, c'est très vite. Hein, un enfant qui a 5 ans aujourd'hui, dans 15 ans, il en aura 20. Hein, donc, vous voyez, si vous avez un gamin de 10 ans, dans 15 ans, il en aura 25. Il rentrera plus ou moins sur le marché du travail. Donc, réfléchir aujourd'hui aux métiers dans lesquels la substitution par une machine ne sera pas possible. Il y a un énorme travail à faire là-dessus. L'éducation nationale ne le fait pas beaucoup, voire pas. Et donc, mais il faut le mener, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Voilà. Mais je pense que le public a quand même beaucoup plus de moyens d'intervenir que ce qu'on a tendance à imaginer. S'il y a des mouvements collectifs pour boycotter une première génération de robots, par exemple, un mouvement collectif pour refuser que les robots transmettent les données personnelles, c'est les machines, l'investissement en recherche et développement de la robotique coûte extrêmement cher et aucune entreprise ne peut se payer le luxe d'avoir un fiasco si elle met un robot sur le marché. Donc le public a un énorme levier de pression qui est l'achat ou le non-achat. Et c'est là que vont être menés des combats pour convaincre des gens de ne pas céder aux sirènes des commerciaux et de refuser peut-être certains robots qui leur feraient courir des dangers à leurs enfants. Il faudra réussir à faire avec les robots ce que nous n'avons pas fait avec les téléphones mobiles, avec les tablettes tactiles. Et je veux dire, il faut profiter du fait de cette leçon que nous avons aujourd'hui, que nous n'avons pas fait le boulot en temps et en heure avec ces objets numériques pour faire le boulot en temps et en heure avec les robots. Moi, je ne voudrais pas que les enfants d'aujourd'hui rentrent en contact avec les robots comme les enfants d'hier ont été mis en contact avec les téléphones mobiles ou les smartphones, c'est-à-dire sans aucune préparation, sans aucune information, en apprenant, soit en apprenant, mais avec des catastrophes quand même chez un certain nombre d'entre eux, et puis en apprenant au risque de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de déception, de beaucoup de frustration, de beaucoup de malheur. Ce n'est pas une bonne manière d'apprendre.